Bonjour Mathilde. Bonjour, bonjour tout le Bonjour monde. Mathilde. Ça va? Très Eh oui, bien content et de te toi? revoir et Beh, de merci de même. venir sur Fréquence Populaire parler d'un sujet qui te tient à cœur et qui est, très, très, très compliqué Ouais, de bon matin, et le dur. lendemain de mon anniversaire pour parler féminicide. Bon, bah, alors bon Et joyeux anniversaire. anniversaire. Si. Je suppose que tu as eu 22 ans, c'est ça? Oui, tout à fait et en fait, peut-être même 20. Je vais en voilà, dans le sens inverse. Alors, en fait, on t'accueille parce que on a fait un documentaire récemment, sur Zoé Konstantopoulou et dedans, on a participé à une manifestation, sur un féminicide, emblématique qu'il y a eu, en Grèce, qui était donc d'une jeune fille qui arrive dans un commissariat pour demander la protection policière parce que donc elle était poursuivie par son ex. On la renvoie dehors en disant: «Bah, appelez le dispatch, en gros, nous on peut rien pour vous». Elle appelle, elle demande qu'on lui envoie une voiture de police pour la ramener chez elle. On lui dit: «La police, c'est pas un taxi» et juste alors qu'elle est encore en ligne avec les policiers, son ex arrive et la poignarde, donc devant le commissariat. Et alors, je savais effectivement que tu étais, la rescapée d'un féminicide, mais tu n'avais pas, forcément rentré dans les détails et donc pour toi, cette histoire résonnait parce que elle faisait écho à ce qui t'était arrivé. Alors est-ce qu'on peut justement placer le contexte Mmh. de pourquoi justement, ça te touche et qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas, en particulier, du moins dans le cas de ta mère, sur cette question-là et vis-à-vis de la police? Oui, 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 bah, déjà merci encore, hein, de me recevoir et puis merci à vous pour ce documentaire. Merci à Zoé, qui ne m'entendra peut-être pas, mais de son travail en Grèce, très précieux et de sa lutte contre les féminicides. Donc oui, comme tu le disais, vous avez fait donc vous êtes voilà, vous avez fait le documentaire, vous étiez au moment où malheureusement la jeune, Kyriaki Griva, 28 ans, a été, assassinée, devant le commissariat, littéralement à quelques mètres, par, enfin, du fait de policiers qui lui ont donc dit que la police ne faisait pas taxi. Pour rappel, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote un peu triste, même très triste, en 2012, la Grèce proposait de louer ses policiers à 30 € de l'heure pour des événements privés. Et à cette époque-là, voilà, on ne disait pas qu'ils ne pouvaient pas faire, gardien, de boîte de nuit ou videur, hein, on les louait, mais par contre, quand il s'agit des femmes, on ne peut pas faire taxi pour une femme qui est en danger car son conjoint ou ex-conjoint est juste devant. Bon, ça, c'est un peu le contexte, enfin l'actualité qui m'a donné envie de rebondir, même si en réalité, c'est un cas parmi d'autres, hélas, mais celui-là a été assez emblématique comme vous l'avez dit et vous avez pu capter des images très fortes. J'ai eu envie de rebondir parce que c'est vrai que certains le savent ici, j'en parle assez publiquement. Moi, j'ai survécu au féminicide de ma mère et à la tentative d'infanticide sur mon frère et moi, voilà, perpétrée par mon géniteur, que je n'ai pas très envie d'appeler père, à ce stade de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a eu, tout un processus avant, d'en arriver au féminicide en tant que tel et notamment, enfin moi j'avais 3 ans quand ma mère est décédée, mais c'est vrai que mes parents sont séparés quand j'avais à peu près 1 an et pendant 2 ans, il y a eu un certain nombre d'étapes qui, à chaque fois, auraient pu amener à une vraie réaction et auraient pu éviter, le drame et c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des cas, malheureusement et le rôle de l'État, des services publics, de la police, de la gendarmerie, parfois même des médecins ou voilà, de l'entourage, que ce soit d'entourage institutionnel ou familial ou amical, est toujours un peu mis en cause et je pense qu'il faut sensibiliser autour de ça. Dans le cas de ma mère, elle avait, déposé un certain nombre de mains courantes, ensuite des plaintes. Elle avait reçu ensuite, la possibilité enfin, il y avait eu une interdiction, d'approcher, hein, donc une ordonnance d'éloignement, avec restriction, complète d'approcher ma mère ou nous, pour mon géniteur et ça n'a pas été respecté. Ça ne l'a pas empêché de nous espionner, de nous suivre, de la suivre elle en permanence. Donc on voit déjà que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très utile et par ailleurs, on a eu un épisode qui ressemble à celui qui est décrit, donc ça m'a marquée. Mmh, une fois, ma mère, était poursuivie par mon père et on était là
et donc elle a couru dans le commissariat le plus proche en tenant dans une main moi et dans l'autre mon frère. Voilà, et on courait avec elle pour entrer dans le commissariat et mon père nous coursait et ils sont rentrés et dans son état de folie, parce que c'est quelqu'un quand même de très, très malade. C'est pas toujours le cas dans les féminicides, mais souvent les hommes sont dans des états pathologiques un peu inquiétants. On en reparlera, hein, du point de vue de la psychiatrie. Eh bien, il a suivi, il est rentré dans le commissariat et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté et que, la police lui a dit: «Monsieur, c'est soit la prison, soit l'hôpital psychiatrique, mais vous sortirez pas comme ça». Donc il a choisi l'option de l'hôpital psychiatrique, il n'était pas complètement débile. Il en est sorti au bout de 6 mois et quelques mois après, il a tué ma mère. Si Il a je me prémédité. permets, Mathilde, Oui, comment ça il a choisi? C'est pas à lui de bah, choisir. la police, lui a laissé le choix entre une obligation de soins et directement, donc ça, je n'ai pas les détails. Enfin, j'allais dire, je n'y étais pas. En tout cas, dans les détails de ces éléments, j'ai récupéré beaucoup d'éléments du procès, mais il y a encore des choses auxquelles je n'ai pas accès, et auxquelles je n'aurai jamais accès, à vrai dire. Donc je n'ai pas tous les détails, mais je sais que c'est le moment où le choix lui a été laissé et suite à ça, il a disparu de nos vies pendant 6 mois puisqu'il était, en hôpital psychiatrique et quand il est ressorti, il n'était pas guéri, loin de là. Il avait eu le temps de mûrir son crime et de préméditer encore plus. Mais donc on voit bien que, déjà, l'inaction du commissariat ou cette forme de choix qui a été laissé, en tout cas, il y a quelque chose de dérangeant. Par ailleurs, il y avait eu des plaintes, il y avait normalement une protection qui devait être mise en place et il y en avait pas. Ça, c'est la première étape qui ressemble malheureusement tragiquement à Kyriaki. Et par ailleurs, la nuit où ma mère est morte, heu, la gendarmerie était présente sur les lieux. Hem, je rentre pas dans le détail, complet, mais simplement, nous, on était en vacances chez mes grands-parents avec mon géniteur puisque il n'avait pas perdu ses droits parentaux et il ne les a jamais perdus, mais l'hôpital psychiatrique n'avait pas refroidi la justice à ce niveau-là. Et donc on était chez mes grands-parents et ma mère était en vacances, donc sans ses enfants, elle avait invité une amie et donc la nuit où elle est morte, il est allé chez ma mère, a ligoté l'amie, a emmené ma mère, l'a violée sur le chemin et est venu nous chercher ensuite chez ma grand-mère. La Son amie a pu se libérer et elle a réussi à appeler la police. Donc elle a réussi à défaire ses liens, appeler la police qui nous a prévenus et donc la gendarmerie a été avertie. Et en réalité, pendant que mon père arrivait, les gendarmes arrivaient aussi et ils auraient pu intervenir, mais ils avaient pour ordre et pour volonté de le prendre sur le fait. Ce qui fait que le temps qu'il rentre dans la pièce, en fait, mon père avait déjà poignardé ma mère de 18 coups de couteau, ce qui est beaucoup, donc ça prend un peu de temps et s'était poignardé lui-même. Il avait assommé mon grand-père, voilà. Bon, il avait vu que nous, on n'était pas là parce que, grâce à l'intervention, de l'ami qui a prévenu la police, ma tante qui était présente a dit qu'on ne pouvait pas rester là. La police nous avait dit: «Barricadez-vous, on arrive» et heureusement qu'on ne l'a pas fait puisque, si on avait écouté la police, mon père a réussi à rentrer évidemment et il nous aurait tués. Donc déjà cette stratégie de la police du «barricadez-vous» n'était pas efficace et c'est juste à la présence d'esprit de ma tante qu'on doit la vie et deuxièmement, les gendarmes étaient cachés dans les buissons et auraient pu sauver ma mère au moment où mon père arrivait. Donc ça fait toute une série de manquements jusqu'à l'étape du crime, du meurtre et par la suite, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais peut-être qu'on parlera de la question des enfants et du suivi ensuite puisque, là, je souhaitais d'abord rebondir sur cette question du traitement, de la du danger en fait, hein, de l'appréhension du danger. Voilà, j'ai quelques chiffres et éléments, donc on peut y revenir si vous souhaitez, mais là, c'était la partie témoignage. Mais Je alors suis navrée de vous imposer ça, dès le matin, mais voilà. mmh. Alors j'ai une question par rapport à ça. C'était quoi la justification du fait d'attendre, on va dire pour le prendre sur le fait, plutôt que d'intervenir? Puisque, on va dire, on est face, il y a quelqu'un qui s'est fait ligoter, il y a un enlèvement, il y a une tentative donc techniquement, il y a suffisamment d'éléments pour enfermer quelqu'un. Pourquoi attendre, l'élément de plus? Heu, oui, Et on ne sait pas. Il y a des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que les gendarmes en question ont ensuite été, auraient dû être traduits en justice, mais ont en fait été mutés. Donc, ils ont bougé en fait. On les a
sortis de là où ils étaient et ils ont été, voilà, délocalisés complètement, sortis de l'histoire. A priori, sûrement un peu de peur, ce qui est perturbant. Enfin, en tout cas, dans les échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes ayant assisté au procès, Heu, la peur, d'intervenir a été évoquée et la volonté, voilà, d'attendre le moment précis pour être sûr que, on pourrait, l'enfermer assez longtemps, donc l'enfermer, enfin l'arrêter au moment où il allait commettre le crime, de voir qu'est-ce qu'il avait prévu, voilà, j'ai pas plus d'infos, mais c'est pour moi un manquement extrêmement grave, la preuve étant que, ils ne sont pas restés en poste là où ils étaient. Mais alors parce qu'on parle des années 90, si je me Oui, trompe pas, 97. exactement, donc la législation n'était pas exactement la même. Heu, Est-ce que justement c'était pas un problème, d'insuffisance des condamnations en termes de violences conjugales? Si, Qui faisait si, que, ils avaient peur qu'en gros, ils prennent pour 2 3 ans et qu'ils ressortent avec la très même certainement. Oui, voilà. oui, très certainement. Je pense qu'ils avaient conscience, enfin, en fait, moi, j'en ai jamais vraiment voulu à ces gendarmes. Si, il y a eu une période où j'avais un peu la haine, j'avoue. Mais, ils savaient, je pense qu'ils savaient déjà, la police était assez vigilante sur le cas de mon géniteur, hein, dans le coin. Donc, ils savaient déjà qu'il y avait eu tout un tas d'étapes qui n'avaient pas servi à grand chose. Et à mon avis, il y a eu, déjà un peu de stupéfaction face à la situation parce que, enfin, même si ce sont des gendarmes, c'était, des gendarmes de village. Enfin voilà, il y a d'être un peu saisi par ce qui se passe, la gravité de ce qui se passe et puis le fait de se dire, ils savaient pas eux si nous on était dans la maison ou pas, donc comment agir, à quel bon moment agir et trouver le moment qui fait qu'on a assez d'éléments pour qu'ils ressortent pas et qu'il soit vraiment traduit en justice, qu'il aille vraiment en prison. Donc, il y a un ensemble, un faisceau, voilà, d'indices. Je ne suis pas dans leur tête. J'ai déjà réfléchi au fait de les retrouver pour leur demander. Mais bon, beaucoup de vies sont détruites dans les féminicides et j'ai pas envie de rajouter ça à la leur. Donc, voilà. Sur ce point-là, Pedro, je suis navrée, je n'aurai pas plus d'éléments. Non, non, mais c'est important parce que, je pose cette question parce qu'on se met à la place des policiers qui se disent: «Il faut mettre hors d'état de nuire, quelqu'un», qu'effectivement si tu interviens trop tôt, la personne n'ayant pas commis entre guillemets, de le crime pour laquelle on va l'accuser, bah, elle risque de pas être condamnée assez durement, donc de ressortir vite et donc d'être à nouveau un danger et en même temps, prendre quelqu'un sur le fait, c'est jouer avec le feu. Parce que, voilà, c'est tellement rapide que voilà, on peut pas donc il y a une espèce de de complexité qui est liée, de toute façon et nous on dénonce ça depuis assez longtemps, au fait qu'on ne sanctionne pas assez les crimes contre les personnes. C'est-à-dire que si c'était le cas, dès les premières fois, déjà comme l'a Mmh. dit Georges, c'est assez lunaire qu'on ait laissé le choix, qu'on peut laisser le choix à quelqu'un entre, l'enfermement et l'hôpital psychiatrique. Voilà, normalement, déjà à ce moment-là, ça aurait dû être réglé. On a d'ailleurs la réunion de l'opinion Carillon qui écrit: «Rien n'a été fait correctement. Ce genre d'homme aurait dû être enfermé à vie bien avant, en plus des obligations de soins qui auraient dû être prolongées et surtout avec une réelle peine de prison». Toi, avec, Mathilde, avec cette, expérience, dramatique, qui touche beaucoup les gens dans le chat, je vois qu'ils sont assez, affectés et ils louent, ton courage et ta détermination, parce qu'il faut traverser humainement tout ça, c'est pas évidemment pas très simple. Hem, Toi qui as vécu cette expérience, très directement, qui connais, cela, comment tu vois la justice, la répression? Puisque les réactions sont un peu, bon, évidemment unanimes, certains sont même un peu plus extrêmes, on va dire. Heu, Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce genre de personnes? Bah, alors, c'est un débat qu'on a eu ensemble plus d'une fois, tous les 3 et vous le savez. Je vais me permettre juste de répondre à Dia de Sia qui a l'air un petit peu virulent, et de ne pas comprendre ma démarche. Voilà, il y aura pas de débat binaire avec moi. Je suis quelqu'un de très déterminé sur mes combats, mais je n'ai pas la haine des hommes. Par ailleurs, le champignon du carillon, juste ici, c'est mon conjoint, donc il peut en témoigner.
Donc non, on n'est pas là pour avoir des débats binaires, on est là pour essayer de trouver des solutions et notamment des choses qui peuvent améliorer la prise en charge des violences. Ça vaut pour les femmes comme ça vaudrait pour les hommes victimes de violences par ailleurs. Donc je voulais évacuer ce point-là et répondre à cette personne qui n'était pas très agréable. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bon, moi, bien sûr, il y a je pense quand on est victime, de façon générale, de ce genre de situation, on peut avoir des réactions à chaud, émotionnelles, affectives, qui encourageraient à chercher une forme de vengeance, de revanche. Hein. Dans mon cas et dans le cas des enfants de féminicide, c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas d'échéance systématique. En tout cas, il n'y en avait pas. C'est maintenant en train de devenir vraiment quasiment systématique, mais il n'y avait pas d'échéance automatique des droits du père. Donc, on devait le fréquenter dans des prisons. Donc, ça créait à la fois beaucoup de haine et en même temps beaucoup de liens avec le père. Moi, je l'ai fréquenté pendant 15 ans dans des prisons Le haute terme, sécurité. c'est vous deviez. On C'est devait. devoir, pas le choix. C'est le devoir, pas le choix. Non, d'accord. C'est que ce soit vraiment clair pour tout le monde. C'est que il est imposé, donc le rôle parental est conservé à quelqu'un comme ça, et donc vous Tout à fait. deviez avoir une relation avec lui, Même s'il a même essayé si de tu es en tuer ses prison. enfants. Même s'il est en prison et même s'il n'y a pas eu que le meurtre de la mère, mais aussi la volonté de tuer les enfants, comme c'est souvent le cas. Il peut y avoir des violences sur les enfants. C'est pas toujours le cas, mais la volonté d'emmener les enfants dans le crime arrive assez quand même régulièrement. Et donc lui, Et il l'a donc, dit à son procès ouvertement. et donc juste pour ça permet aussi de répondre à Dia. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ces sujets. On apprend quelque chose. Donc c'est en train de changer. C'est-à-dire que maintenant, dans ce genre de cas, il y a plutôt une automaticité de la perte, Oui, parce que c'était quand même dingo, hein, entre nous. oui, c'est dingo. Ça devrait même. L'obligation de voir quelqu'un qui est OK, le géniteur, certes, mais qui, bon, quand même, voilà, tu vas raconter cette histoire, l'obligation de le voir, c'est de l'ordre du taliban, c'est dingo. Oui, oui, c'est un peu surréaliste. Après, c'est un peu le même problème que encore aujourd'hui avec les concepts de ne pas séparer les fratries, pas séparer les familles, d'aliénation parentale. Donc, quand il y a une femme qui dit que l'enfant est en danger pour des raisons d'inceste, de violence, on dit bah non, ça reste son père, etc. En 97, on était encore plus là-dedans. Le jugement a eu lieu 99-2000, ça prend du temps. Et même en attendant le jugement, on devait aller le voir en maison d'arrêt. Donc, il y avait cette idée de ne pas séparer les enfants et on n'était pas les seuls dans ce cas-là. En prison, on s'est fait des copains. Et donc, il y avait des enfants de terroristes, des enfants de grands criminels, parce que bah, c'était les prisons haute sécurité, et des enfants de violeurs. Voilà. Bon, donc, c'est quelque chose qui malheureusement n'était pas automatique. Mais grâce à la prise de conscience, je dirais, le mouvement féministe médiatique, même s'il a certains côtés hystérisants, assez désagréables et parfois qui sont contre-productifs, a eu quand même en fond, hein, il y a des gens qui ont travaillé en fond, moi j'en ai discuté avec des avocates spécialisées, on a réussi à faire bouger quand même quelques lignes, je trouve, notamment sur cette question de la déchéance de l'autorité paternelle, parentale, qui devient quasi systématique, mais on devrait franchir une étape supérieure, à mon sens. Bon, mais ça, de toute façon, ça concerne encore la question des enfants. Et je dirais, c'est une question qui est presque un pan entier du sujet des féminicides. Si on traite de la première partie, donc d'éviter les féminicides et de gérer le risque, bon, moi, je ne fais pas partie des personnes qui estiment qu'on pourrait arriver à 0 féminicide ou 0 crime dans la société. Je le souhaiterais, mais il faut être réaliste. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont dangereuses et il y a des hommes qui ne gèrent pas bien l'amour ou qui sont psychiatriquement très atteints. C'est le cas de mon père. Donc, je ne crois pas à la disparition des tentatives, en tout cas de féminicide. Par contre, sur les réponses, il y a des choses qui ont été mises en place, qui fonctionnent plus ou moins bien, et des pistes d'amélioration. Donc déjà, il y a des questions d'outils de prévention. Là, j'en ai noté quelques-uns, mais bon, on pourrait en discuter hein, si vous le souhaitez. Il y a ce qu'on appelle la grille d'évaluation du danger qui a été mise en place, qui aurait pu éventuellement éviter la mort de Kriaki début avril, il y a quelques semaines en Grèce, si ça avait été utilisé chez eux. La grille d'évaluation du danger, c'est pour que la police puisse tout de suite savoir comment réagir, comment sécuriser une femme qui arrive, à quel niveau de danger elle est, est-ce qu'on la met en sécurité tout de suite,
Est-ce que sinon on va directement arrêter la personne? Enfin bref, il y a cette grille d'évaluation du danger, mais qui n'est pas encore vraiment. Les policiers sont plutôt autour, je crois, à 70-80% à l'utiliser, donc on n'est pas encore à une pleine possession, prise de possession de cet outil. Deuxièmement, ce qu'on appelle le masque de plainte. C'est quelque chose d'assez peu connu malheureusement, notamment par les femmes et celles qui en ont le plus besoin, qui sont souvent des femmes de milieux précaires, qui parfois ne parlent pas forcément le français, bref. Donc le masque de plainte, c'est quelque chose qui est là encore, qu'on a mis en place assez récemment, donc on attend de voir les résultats. Ça permet d'aller chez un pharmacien, un médecin ou un policier directement, mais si on ne peut pas, on dit qu'on va à la pharmacie. C'est pour les femmes souvent victimes de violences conjugales dans le foyer, et on peut dire masque 19 et tout de suite, normalement, les pharmaciens ou les médecins doivent prendre quelques éléments, transmettre à la police et il va y avoir tout de suite une prise en charge. Mais ça demande de le savoir et on le voit nulle part. Donc Tu peux répéter ça parce que je pense que c'est une information importante pour, donc celles qui oui, justement, voilà, qui peuvent nous écouter. Donc si une personne est en situation de danger, homme ou femme par ailleurs, de violence, notamment conjugale et d'emprise, de difficulté à trouver un moyen, que son téléphone ne soit pas surveillé, qu'elle puisse voilà, donc elle va faire ses courses juste et elle peut dire à la pharmacie ou au médecin ou quand elle fait son rendez-vous médical: «Masque 19». Voilà, masque 19. C'est une manière de le dire. Il y a aussi d'autres choses qui ont été proposées par des associations féministes, des mouvements de la main. Par exemple, le fait de lever 4 doigts et de fermer le poing, ça veut dire qu'on est victime de violences conjugales. Mais ça, c'est de la sensibilisation et en fait, il faut déjà que la victime connaisse ce système et il faut que la personne en face le connaisse. Et c'est la même chose, comme je vous le disais, pour la grille d'évaluation du danger et le masque de plainte. Les policiers sont ceux qui maîtrisent le mieux, hein. Les pharmaciens et les médecins sont pas encore au top sur la connaissance, mais bon, ça prend du temps, c'est normal. Mais tous les policiers ne sont pas encore vraiment formés sur l'utilisation de l'outil derrière. Parfois, ils connaissent. Moi, pour avoir fréquenté, des commissariats et j'en parlerai puisque le cas de mon père malheureusement, ne s'arrête pas là. Il est sorti de prison, au bout de 20 ans et là, il est de nouveau en prison, de nouveau en double instruction pour des faits extrêmement graves. Donc je suis en lien avec la police, la gendarmerie, le parquet, la justice, et cetera et cetera et je vois l'évolution. Je vois vraiment qu'il y a une volonté du côté de la police de bien prendre en charge. Par exemple, quand mon père là a été réincarcéré, le juge, même le procureur, a directement mandaté une association d'aide aux victimes. Ça aussi, c'était une demande, hein, depuis très longtemps, une demande des associations de survivants ou des associations féministes. Le fait que dès qu'il se passe quelque chose, on mandate une association d'aide aux victimes pour, en quelque sorte, faire médiateur, qu'il y ait une oreille, que juste la personne ne se retrouve pas seule face à sa situation. Et ça, c'est très important pour les familles survivantes et notamment pour les enfants. En lien avec ça, on a aussi le protocole féminicide qui a été créé dans le 93 en Seine-Saint-Denis, donc là où j'habite. Et ce protocole vise justement à sortir tout de suite les enfants de la situation de danger. Donc l'homme est arrêté, souvent malheureusement la femme est déjà morte. C'est pour les cas de féminicide et pas forcément de tentative de féminicide, mais bon, toujours est-il qu'on prend les enfants, on les met à l'hôpital. Au début, c'était pendant 3 jours et ils sont passés à 1 semaine parce qu'ils voyaient qu'en 3 jours, on a juste le temps de prendre le choc, suivant l'âge d'un enfant en plus, enfin, c'est très compliqué. C'est variable, voilà, qu'on soit un enfant de 3 ans ou un ado, bon, c'est pas la même prise en charge et pas la même gestion émotionnelle et même ça varie suivant chaque individu. Donc ce protocole féminicide, c'est aussi une avancée qui permet de se dire, bah, déjà, à minima, on va protéger les victimes survivantes. Mais ça n'empêche pas nécessairement le féminicide d'arriver. Voilà. Donc là, je vous ai parlé un peu des outils en général pour essayer de tempérer. Après, d'un point de vue de ce que me demandait, Georges, la question judiciaire, hein, je parlerais même carcérale, moi j'estime que nous sommes beaucoup trop, mous et laxistes, je me permets le terme, en France. Vous le voyez sur les cas, de viol, vous le voyez, enfin, il y aurait enfin, j'ai encore vu là, des exemples, je regardais les derniers chiffres des féminicides, on est à 25 là cette année en France, à ce jour. Et chaque année, on tourne autour de entre 130, 150, 170, donc une femme tous les 2 jours.
Et là, il y a encore un mec qui a éviscéré sa femme et puis qui n'a pris que 9 ans de prison, qui est passé en correctionnel et voilà. Il sortira au bout de 9 ans pour avoir éviscéré sa femme. Donc je pense qu'on est à un stade où on Non, est il a tous d'accord pris 9 sur ans, il peut sortir avant. et il peut sortir avant. Oui, ça a été le cas de mon père, donc voilà, j'y viens. On est trop laxiste et je pense que, bon, d'une part, sur toute violence sexuelle et les viols en général, c'est quasi, enfin, la prise en charge est ridicule. Voilà, la prise en charge est ridicule et la réponse, la sanction pénale est ridicule. Si on parle ensuite du niveau supérieur, je dirais, de crimes, de meurtres contre des femmes ou des hommes, pour moi, ça mérite une perpétuité réelle. En France, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, mon père, le but de la juge était plus ou moins qu'il ait une perpétuité. Elle a mis 30 ans avec 22 fermes et il est sorti finalement au bout de 18 et demi ou 19. Il a eu le bracelet électronique pendant un moment. Bref, il a fait une vingtaine d'années. On voit bien que même si mon père était plus âgé que ma mère, il avait 10 ans de plus, donc il est rentré en prison à 42 ans. Bon, il est sorti, il était encore plutôt frais, à 60 ans, on n'a pas encore, même si on a fait des années de prison, il se trouve que lui a une très bonne constitution et qu'il n'a jamais bu, fumé, qu'il mange très sain et qu'il court tout le temps et donc enfin qui voilà, qui faisait du jogging dans la cour de la prison. Donc il est sorti en parfaite forme. Donc 30 ans, 20 ans ferme, ce n'est pas une peine acceptable pour moi. Quand il sort, et on l'a vu dans certains cas, on en avait parlé avec Georges, quand les personnes qui ont fait ça sortent, les victimes revivent tout. Et en plus, de nouvelles personnes sont mises en danger parce que croire qu'un cas aussi grave peut guérir, euh, moi, enfin, j'y ai cru. Je continue à croire qu'il peut y avoir des miracles ou des exceptions, mais à ce moment-là, je suis pour qu'ils soient mis dans des centres psychiatriques fermés, donc rouvrir des asiles, très clairement, qu'ils y soient mis dès le début et qu'ils ne puissent pas sortir, ou alors qu'ils y soient mis en sortant de prison. Et par ailleurs, j'estime que pour ces cas-là, il faut la perpétuité réelle et un éloignement de la société, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre en société. Dans le cas de mon père, il n'y a pas de remords, pas de regrets, et donc là, il a recommencé. Et actuellement, donc l'instruction étant, il y a une double instruction en cours contre lui pour un des faits de pédocriminalité et deux pour des faits d'actes de barbarie, viol et pour le fait d'avoir poursuivi des femmes jusqu'à chez elles. Donc il recommence. Voilà, donc c'est des gens, mon père n'est pas l'exemple type, il y a des auteurs de féminicides qui ne sont pas aussi gravement atteints, mais on voit que c'est des personnes qui devraient, pour faire un petit clin d'œil aux camarades, être au Kergoulag, c'est-à-dire un goulag dans les Kerguelen, un petit camp de travail et d'enfermement très loin de la société. Alors moi, Ouais, tu j'avais vois, une tout question. poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de traitement? Et il se fait qu'on a Non, rencontré, travaillé avec plusieurs associations, soit de protection des enfants ayant subi des actes de pédocriminalité, soit des associations qui aident la justice et la police à traquer des pédocriminels, et toutes sont unanimes. Unanimes, hommes comme femmes. Il ouais, n'y a pas de rémission. non, Il n'y a pas de traitement. La castration chimique, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il faut prendre des pilules. Puis si vous ne la prenez pas, vous ne la prenez pas. Euh, Non, et même, ça n'empêche pas le viol, et Il y en a qui ont été castrés oui, oui, chimiquement et oui, non, qui non, mais vivent. ça, voilà. Bref, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de les cas de, allez, disons le mot de rémission. Les cas d'hommes qui vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait et après une peine de prison, je sais pas, faire quelque chose d'autre de leur vie et ne vont pas commettre d'autres viols ou d'actes pédocriminels sont extrêmement rares et fruit un peu du hasard et des dispositions particulières de chaque personne. Et les peines semblent pas adaptées, le système ne semble pas adapté à ces gens-là. Or, on a un système, Pedro l'a évoqué, qui favorise, pas qui favorise, mais où on va chercher espérer en la reconversion et où certains actes criminels commis sur les personnes ne sont pas assez punis. Résultat des courses, il y a régulièrement des gens qui sont lâchés dans la nature, et malheureusement, Mathilde, tu en as l'exemple tragique avec l'histoire que
personnel que tu nous racontes, il recommence, en fait. Il recommence. Ouais. Et quand la société lâche quelqu'un dans la nature comme ça, c'est un peu étrange. Hein. C'est comme tirer une rafale, puis on verra où ça tombe. Oui, oui, mais ça vaut pour des terroristes qui se sont encore plus radicalisés en prison, comme pour des cas voilà, de grands criminels psychiatriquement très, très atteints. Je vois des éléments dans le chat sur lesquels je souhaite rebondir. Déjà sur la question, oui, en effet, du traitement. Donc mon père, géniteur, au choix. En tout cas, je préfère éviter de dire mon papa comme le font malheureusement beaucoup encore de policiers, je ne sais pas, ils sont pas très bien formés, de médiateurs dans la justice qui disent «votre papa», c'est toujours assez surprenant. Mais en tout cas, mon géniteur a été, entre guillemets, bon, il a été suivi, par une psy pendant la prison, mais de façon assez sporadique. Quand il est sorti de prison, il y a eu pendant quelque temps un suivi psy et il a eu un traitement, sauf que ce traitement, ne lui convenait pas parce qu'en fait, ben, il était, shooté, quoi. C'était un traitement fort, adapté à sa pathologie et il l'a arrêté de son plein gré comme ça. Il l'a arrêté et il a arrêté d'aller voir sa psy et il y a eu aucune obligation alors qu'il était pourtant dans une maison relais, hein, donc une maison où il y a des personnes, qui sont enfin, c'est quand même un lieu social, d'aide sociale. On est censé être un petit peu suivi, on n'est pas tout à fait en autonomie complète et en fait, non, il a arrêté le traitement et c'est à partir de ce moment-là qu'il a recommencé à faire n'importe quoi et à faire des victimes et c'est moi qui ai sonné l'alerte à l'époque et ça a été un long processus très dur qui voilà, que j'ai porté seule, pour dire que ça n'allait pas bien se passer, parce que je le pressentais et le commissaire de police, m'a dit: «Vous aviez raison et heureusement que vous vous êtes bougé puisque suite à ça, ils ont mis son téléphone sur écoute, mis un mouchard sur sa voiture et que voilà, maintenant ils ont des éléments et que l'instruction est en cours avec une trentaine de femmes, concernées», bref. Donc le traitement, c'est une piste, mais pour moi, soit c'est la camisole chimique, soit rien. Mais, entre les 2, un traitement qui fait qu'on peut guérir comme une personne qui traverse une dépression ou de l'anxiété, on n'est pas sur les mêmes registres. Là, on parle de gens qui sont, pathologiquement très atteints et très malades. Voilà. Ensuite, juste pour répondre de nouveau à Diadosia qui dit, «Une femme, elle a qu'à juste prendre son sac, un taxi et partir». Oui, c'est ce qu'a fait ma mère et c'est ce que font la plupart des victimes de féminicide, elles partent. Sauf que, c'est parce qu'elles partent et parce qu'elles quittent le conjoint, qu'ils se mettent en colère. Voilà. Mon père a toujours dit: «Si Corinne, donc ma mère ne m'avait jamais quittée, il ne serait rien passé». Voilà, c'est le fait de quitter qui provoque souvent, l'explosion, donc c'est l'étincelle finale et la violence et le délire ensuite et la voilà, le crime. Donc partir, c'est un peu vite dit, surtout quand il y a des enfants entre les 2 et des obligations, hein. On ne peut pas kidnapper ses enfants, comme ça. On ne peut pas juste partir et ne plus donner de nouvelles au père ou à la mère de ses enfants. Donc votre commentaire est extrêmement, déplacé et surtout très faux. Écoute, Mathilde, je te salue pour ton flegme. Et Diade, vous êtes complètement con. Parce que je vais prendre une autre situation. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si moi je vous tombe dessus physiquement, je ne suis même pas sûr que vous puissiez avoir la force de courir. Vous savez, une attaque physique, les gens disent oh, bah, il n'y a qu'à partir en courant. Non, il y a des mécanismes physiologiques qui sont paralysés. Est-ce que vous direz la même chose d'enfants qui se font racketter, maltraiter, tabasser, puis qu'à la fin se suicident, ou il y a un tabassage qui tourne mal et il meurt parce qu'il y a un coup, il était déporté à la rate et la rate elle a éclaté et le gamin meurt. Ça arrive ça. Quoi, vous allez dire oh, bah, franchement, il est con, il avait qu'à partir, hein. Vraiment, il est stupide. Mais sérieusement, on peut avoir un peu d'humanité là ou pas? Allez, merci. On continue, Mathilde. Voilà. Non, mais toujours est-il que juste, je voulais, quand même revenir à cette histoire de donner quand même un peu de contexte aussi parce qu'on peut avoir l'impression que c'est anodin finalement, bon, c'est 2 femmes enfin, 1 femme tous les 2 jours, c'est pas tant que ça. Hem, donc en France, on est à peu près donc 1 femme tous les 2 jours. Ça oscille entre 130, là, c'était 136 en 2024. On avait eu en 2007 un pic à 170 féminicides. Un pic un peu sordide, qui peut s'expliquer, bon, sûrement par plusieurs raisons, économiques, sociales, politiques, parce que, bien sûr, l'État
socio-économique du pays joue, hein, l'état des ménages, des foyers, le niveau d'alcoolisme, le niveau on sait qu'en fait, la précarité engendre souvent la violence, même si c'est pas toujours lié. C'était pas le cas de mon géniteur et de mes parents, mais bon. Et au niveau des chiffres, par contre, à l'échelle mondiale, c'est quand même bon de savoir, même si c'est tragique, qu'on est autour de 50 000 femmes par an tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Juste dans ce cadre-là. On ne parle pas d'homicide dans d'autres cadres, mais de féminicide. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas forcément fan du terme féminicide. Quand il est apparu, quand on a commencé à l'utiliser, je le trouvais un peu déshumanisant, trop généraliste. Bon, mais il a son utilité parce qu'en fait, il va permettre de cibler les crimes, donc dans le cadre du couple ou après rupture de l'ex-conjoint qui va tuer la personne. C'est sûr qu'il y a quelques cas où c'est dans l'autre sens, mais ils sont assez peu nombreux et donc ils vont être qualifiés en homicide, ce qui d'ailleurs correspond homicide, ça peut marcher pour homme, hein, donc voilà. Donc on est à 50 000 féminicides dans ce cadre précis, conjoint ou ex-conjoint par an, ce qui fait 140 femmes par jour. C'est pas tout à fait anodin. On parle de réarmement démographique. Vous savez que les femmes portent la vie, c'est quand même important. C'est l'avenir de notre nation, l'avenir de l'humanité. Donc, si on pouvait éviter de les décimer comme ça, ce serait bien. Et sur le cas de la Grèce spécifiquement, puisque c'est ça qui nous Attention plaît, Mathilde, certains diraient: «Les individus portant un je utérus». sais, Que la je m'attendais définition à une des femmes est réflexion. pour certains très floue. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais Je m'attendais à cette réflexion, mais comme je suis une On a affreuse TERF, je fais partie du mouvement féministe du courant radical, comme beaucoup d'ailleurs de personnes travaillant sur les féminicides. Donc, les féministes radicales sont des féministes matérialistes. Et donc, on parle, pour nous, le genre n'existe pas, seul existe le sexe biologique. Donc, une femme, c'est une Je adulte me permets femelle. aussi de saluer Joël Foissy, qui dans le chat, ton témoignage l'a fait réagir. Voilà, visiblement, elle a vécu quelque chose avec une issue qui était moins grave que Oui, la tienne, voilà. fort heureusement. Oui, Mais merci Joël, je vois. voilà, il faut dire, c'est difficile à comprendre tant qu'on vit pas ce que c'est d'être alors menacé de mort par son conjoint, le père de ses enfants. moi j'aimerais revenir sur un point. En fait, la question de la déchéance, parentale, est-ce que c'était pas lié aussi à une illusion, une utopie, de la justice de croire que justement, il y a une reconstruction après la sortie de prison et que donc garder le lien avec la société permettrait justement de favoriser cette reconstitution et que les enfants, ça fait partie, du moins les enfants, la famille, ça fait partie des points d'ancrage importants et que donc en gros, on s'est servi un peu des enfants comme cobayes plutôt que d'avoir des vrais programmes de réinsertion, de se dire: Mmh, «Bah, par l'amour de ses enfants, il va se réinsérer». tout à fait. Je Et me ça, c'est permets de juste. réagir là-dessus, Pedro, parce que en fait, on en avait parlé avec les associations. En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le problème, c'est que c'est une loi mécanique qui est appliquée à tous les criminels et qu'il n'y a pas de réflexion spécifique à ces crimes-là. C'est logique. Imagine, tu as un grand banditisme. Ok, tu es un bandit, t'es pas un dégénéré dans la tête. Tu es un bandit. Tu fais des cambriolages, un jour te tires sur la police, t'en as blessé un, boum, tu prends 12 ans. Oui, c'est logique là que il n'y a pas d'agression sur les enfants, sur la famille, que si cette personne a des enfants, ils le voient parce que c'est évidemment logiquement un processus de réinsertion derrière. Mmh. Mais juste, c'est mécaniquement appliqué sur des pédocriminels et des violeurs et des féminicides. Donc évidemment, Et c'est c'est bien pour ça absurde. que j'ai parlé Il n'y a pas la d'utopie. réflexion n'est pas menée. Tu vois? C'est bien pour ça que j'ai parlé d'utopie, c'est-à-dire une croyance qui voudrait que ça marche dans tous les cas, alors que justement, heu dans ces cas-là, il faut isoler, justement les personnes vulnérables, hein. Donc je compte les enfants, mais aussi les ex-conjoints parce une personne qui a commis un féminicide peut avoir d'autres ex-conjoints, qui pourraient être en danger aussi, hein. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est toute la sphère, qu'il faut protéger et effectivement, on a l'impression et ce qu'on disait, la dureté des peines, qu'on veut croire encore, alors qu'on est face à un ensauvagement, croissant de la société, que l'État est de plus en plus faible, que
la réinsertion, va marcher et que les gens, vont se réintégrer et qu'il va pas y avoir de risque de récidive. On le voit, hein, c'est flagrant le taux d'incidence de récidive, par exemple sur les violeurs et cetera. Où aujourd'hui un violeur, je crois, qui commence mineur, il prend 4 ans, c'est pas cher payé. Il ressort, peut se dire que ça valait le coup. C'est horrible de dire ça, mais au final et la fois d'après, il prend 8 ans et s'il sort pour bonne conduite, il sort au bout de 4 ans. Donc au final, pour certains et j'ai l'impression qu'ils se disent dans leur tête, malades: «Ça se tente». Et s'il est attrapé, Tout à fait, en parce plus. que c'est quand tu es attrapé. Mais si en plus de ce que tu as dit, tu as eu 2-3 viols avant, que tu as pris au premier, tu es mis 3-4 ans en tôle, tu sors au bout de 2 ans, qu'après tu en fais 5-6 autres, en fait, à la loterie, tu gagnes en fait. C'est ça qui est horrible. Et pour la pédocriminalité, alors oh, c'est délirant. Enfin, le taux de non criminel, de non poursuite judiciaire est sidérant face aux faits. Mmh. Et on voit dans tout ce qui arrive, par exemple, avec Betaram, Mmh. le nombre de gamins qui sont victimes sans que personne n'ait jamais été condamné, même pas poursuivi, même pas inquiété, même pas fait une Sur quel cas, remontrance. pardon, Georges? Bétarame. Pas Betaram, parce Ouais. qu'on en parle en ce moment, mais bon, que ce soit de l'inceste, de la pédocriminalité ou du tabassage, quand même, une impunité assez ahurissante, en fait, dans ce domaine. Et donc, ce qui pose la question, parce qu'évidemment, beaucoup de gens dans le chat réagissent en disant bah, la peine de mort, bon, mais ça n'existe pas, pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que ce que proposent les associations d'un écartement permanent de la société, bah, c'est quelque chose qui doit être construit, pensé. C'est un vrai débat complexe, en fait. Ça prend un petit peu de temps et de moyens. Mais justement, je voulais revenir sur, enfin, il y aurait plein de points intéressants, mais je voulais vous donner les chiffres en Grèce et parler d'un élément important qui est celui des services publics, du financement des services publics qui nous rassemble ici. Bon, donc en Grèce, il y a eu une très, très forte augmentation du nombre de féminicides. On est passé de 8 en 2020 à 23 en 2021 et c'était encore moins avant. Donc en fait, on a une augmentation tendancielle depuis la crise, grecque, la troïka et voilà, vous connaissez. Donc là, juste en un an, hein, de 2020 à 2021, sur les chiffres que j'ai trouvés, on a une hausse de plus de 160. Donc il faut bien se rendre compte des conséquences que la disparition des services publics et du financement de ces services publics peut avoir sur la vie concrète des gens et sur les plus vulnérables. Je me rappelle quand j'avais fait mon oral d'entrée à Sciences Po, on m'avait demandé mais vous êtes communiste, vous êtes de gauche radicale, pourquoi vous voulez servir l'État, qu'est-ce que vous faites ici? Et je leur avais dit, vous connaissez cette phrase, l'État en fait c'est le bien commun et le seul bien de ceux qui n'ont rien d'autre. Donc les services publics, c'est le seul bien qui peut préserver, aider, améliorer la vie des plus modestes. Les premières personnes qui vont être touchées, ça va être les plus vulnérables et notamment femmes, enfants, personnes âgées, certains hommes aussi, on va me faire le reproche, mais je Attends, suis pas avec cette réponse, ils t'ont pris à Sciences Po. ouais, Eh ben, c'est pas bien. C'est pas assez néolibéral. Je vais leur téléphoner pour leur dire qu'ils prennent plus jamais des gens comme toi, des non, ils m'ont communistes rouges, dit là, mais après on qui a eu des veulent super défendre les débats, services hein. publics. Mais sérieusement, Ils m'ont normalement, c'est une école qui maintenant sert à saborder les services publics. mais c'était il y a 10 ans, Georges. Ah, c'est le C'était il y a début. 10 ans et par ailleurs, l'anecdote veut que, voilà, le jury m'ait pris pour des raisons peut-être, moins glorieuses, j'en sais rien. En tout cas, l'État, les services publics, c'est ce qui va protéger les plus vulnérables et donc quand un État s'effondre, quand des services publics sont sous-financés, on ne peut pas travailler correctement sur cette question-là et là, des exemples très clairs, le centre Hubertine-Auclair que vous connaissez peut-être, qui est un centre qui travaille sur les questions justement de féminisme et qui fait un vrai travail de fond, hein, un centre d'une grande qualité, a sorti en 2024, novembre 2024, un rapport. Suite à ça, d'ailleurs, le groupe écologiste, je crois, et François Ruffin notamment en tête, ont déposé une proposition de commission d'enquête sur la lutte contre les féminicides et les violences sexistes et sexuelles à l'Assemblée. Mais bon, toujours est-il qu'il y a eu ce rapport du centre Hubertine-Auclair qui analysait la parole de policiers, qui faisait parler des policiers pour avoir un retour d'expérience
sur ces questions de gestion des féminicides, des violences, des femmes qui arrivent, qui sont en danger. Et il donnait des préconisations à ces 4 grands axes assez simples, assez clairs. Et si déjà on pouvait suivre ces 4 grands axes, je pense qu'il y aurait peut-être autant de tentatives, mais moins de réussite, malheureusement, de passage à l'acte de féminicide. Donc, qu'est-ce que c'était ces axes? Assez clair. 1, évaluer le danger et protéger les victimes. Donc, utiliser la grille pour bien reconnaître les situations de violence, voir quand il y a du très grand danger. On sait qu'il y a le téléphone grand danger qui existe, mais il y a aussi des situations de très grand danger, comme c'était celle de Kyriaki en Grèce. Le danger est immédiat, imminent, très grand danger absolu. On sait que si on ne protège pas tout de suite, la personne meurt en sortant. Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Deuxièmement, prendre la plainte correctement. Donc le masque de plainte peut être amélioré, clarifier les consignes un petit peu des plaintes et la spécificité pour qualifier les faits. Donc ça demande là aussi de la formation et ça coûte de l'argent. Il faut du personnel pour former, du personnel pour prendre les plaintes. Ensuite, s'assurer de la bonne connaissance et utilisation des outils. Donc là, ça demande de la sensibilisation et ça aussi, ça coûte de l'argent. Et ensuite, renforcer le traitement spécifique des violences conjugales par les services de police, puis de justice. Donc tout ça, ce n'est pas possible dans un contexte où on ne met pas de moyens. Donc il faut, au bout d'un moment, se dire que si c'est une priorité, et on sait que Macron est un chef pour donner des grands axes et dire que c'est une grande cause nationale dans laquelle il ne donne ni moyens ni rien et puis que ça ne sert strictement à rien à la fin. D'ailleurs, on voit bien, les chiffres des féminicides n'ont pas baissé en France, ni des violences, voire ils ont augmenté, ou en tout cas, le fait que les femmes libèrent un peu leur parole fait que le nombre statistiquement augmente parce qu'on dénonce plus ce qui se passe. Mais voilà, ça nécessite des moyens. Et des moyens, pas que là où on pourrait le penser, dans les assos, etc. C'est facile un peu de déléguer aux associations, bien sûr, qu'il faut subventionner les assos d'aide aux victimes, qu'il faut accompagner localement, tester des dispositifs avec des acteurs locaux, les collectivités, le département qui aide beaucoup sur l'aide sociale, etc. Mais la police et la justice ont besoin de formations spécifiques, ont besoin d'agents formés sur ces questions-là et donc d'agents supplémentaires potentiellement avec une filière spécifique aux violences conjugales, qui sont un des faits majeurs de société, ça mérite ça. Des juridictions qui peuvent aller plus rapidement parce que le temps que les jugements tombent, parfois les personnes peuvent être déjà mortes ou il y a de nouvelles victimes. Bref, de l'argent dans les services publics. Et quand on dit que c'est une cause qui nous importe, que ça se traduise en actes. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, pour faire l'avocat du diable, ce que peuvent dire certains policiers? Ils disent, «Oui, oui, on veut bien, on n'a pas toujours la formation» et puis, certains de nos collègues, comme les services publics sont de plus en plus pourris, sont recrutés, avec des notes, catastrophiques. C'est pas toujours des flèches, on le voit dans l'éducation nationale aussi, malheureusement aujourd'hui. Et puis on a plein de directives. Faut qu'on fasse attention au point de deal, faut qu'on fasse attention à un truc, faut qu'on fasse. Tout est urgent. Le deal c'est urgent, puis il y a Retailleau qui arrive. Il faut vraiment attention aux migrants clandestins, puis il faut vraiment attention. Oui. Aujourd'hui c'est les féminicides, puis demain non non maintenant l'urgence c'est les bonhommes qui se baladent avec des couteaux. Et puis nous on a plein de paperasse à remplir parce que comme tous les métiers de la fonction publique, ils ont énormément de paperasse. C'est aussi une profession où il y a pas mal de suicides quand même, de dépression. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas les policiers, mais enfin bon, il y a bien une raison pour laquelle ça va pas bien, beaucoup de divorces, Ouais. beaucoup de problèmes, d'alcoolisme, et souvent c'est burn-out. Il y a des gens qui parlent de burn-out, Mmh. et donc je disais l'avocat du diable, au sens où voilà, s'il manque, si pas tous les effectifs sont là dans le commissariat, qu'il est tard, que c'est un samedi soir, que c'est pas le bon gars, qui n'a pas eu vraiment la formation, qui est jeune, et c'est le quatrième appel, merde, c'est raté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus global de moyens alloués au service public en général? Oui, on est d'accord. En fait, tu te fais pas l'avocat du diable, hein. Moi, même si j'ai pu avoir dans mon adolescence et certaines périodes de ma vie un petit peu de rancœur envers la police, pour plein de raisons, parce que, enfin, je veux dire, moi, j'ai fréquenté les prisons, les matons, c'était une relation particulière. Les gendarmes ont, voilà, laissé tuer ma mère, donc bon,
Mais dans l'absolu, je respecte infiniment le travail de la police. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, je travaille avec eux sur le cas de mon géniteur. C'est moi qui informais pour le trouver quand j'avais des infos. Enfin bref, je veux dire, je vois le travail de fond qui est fait. Je les respecte infiniment. Je pense que quand j'ai moi-même dû déposer des plaintes pour d'autres choses qui ne concernaient pas mon géniteur, mais la vie d'une femme, malheureusement, et notamment en Île-de-France, j'ai vu à quel point moi j'ai été reçue notamment par des femmes policières et comme elles étaient dévouées, investies, à l'écoute. Donc je respecte infiniment cette profession. Il n'y a pas de république s'il n'y a pas d'ordre républicain. Il n'y a pas d'État sans monopole de la violence légitime. On a besoin d'une police et on a besoin d'une police qui puisse travailler correctement. Donc c'est pour ça que, à mon sens, il faut que les policiers puissent se spécialiser en quelque sorte, qu'on n'ait pas la même personne à devoir gérer les points de deal, en même temps les femmes violentées, en même temps la sécurité de je sais pas quel lieu. Bref, ce sont pas des surhommes, ce sont pas des surfemmes. Ils peuvent pas se dédoubler, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut des effectifs, il faut des moyens. Recréer une police de proximité, moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose, mais il faut des moyens aussi dans la PJ et il faut des moyens pas que dans les effectifs de terrain, mais aussi dans tout ce qui est recherche, analystes, tous ceux qui font le travail justement sur les réseaux de pédocriminalité pour aller, là dans le cas de mon géniteur, l'alerte est venue, parce qu'ils ont réussi à avoir son ordinateur qu'il avait mis à réparer et ils ont trouvé des choses dans l'ordinateur, des photos et ensuite ils ont remonté un réseau, etc. Donc tout ça, c'est du travail d'analyste. Donc pour moi, la police, dans toutes ses facettes, tous ses métiers, a besoin de renforcer les moyens et pour des raisons, je dirais même pas pour les raisons d'insécurité dont on entend beaucoup parler, parce que ça, c'est certain, je comprends ce sentiment et ce vécu, mais pour des choses qui existent déjà historiquement, avant même les questions migratoires ou de grande précarité, et cetera, historiquement, il y a des problèmes et ça nécessite des moyens pour y répondre. Donc soit la société accepte de laisser fleurir le crime et la violence, soit elle donne les moyens de l'éviter par l'école. Alors on connaît la phrase attribuée à Victor Hugo: «Qui ouvre une école ferme une prison». Donc comme tu le disais Georges, il faudrait éviter de recruter n'importe comment les enseignants. Et ensuite, à défaut, si l'école n'a pas fonctionné, heu, avoir une police et une justice qui peuvent fonctionner. Donc pour moi, les services publics sont centraux et dans mes combats politiques, vous le savez, dans les nôtres communs. Et d'ailleurs cette année, vu que je donne des cours, à des prépas Sciences Po, le thème pour le Sciences Po Grenoble, le dossier thématique porte sur les services publics. Donc j'ai des très beaux échanges avec mes élèves qui préparent, l'entrée en première année, qui sont bacheliers. Et je pense que ce débat, ne fait que commencer. Moi, j'avais une question, sur ce alors j'en avais déjà parlé avec, Georges et effectivement ça pose des questions, logistiques et de problématiques, mais, au Brésil, ils avaient fait, donc depuis les années 80, ils ont fait un dispositif assez particulier qui est, le commissariat de la femme, on pourrait dire ça comme ça, qui est des unités spécialisées de la police Je croyais civile. que tu allais dire qu'il est parachuté au milieu de l'Amazonie. Non, non, mais justement, qui sont avec du personnel formé, heu, spécialisé justement dans les violences domestiques avec tout un processus, sexuel, psychologique et cetera de, pour faciliter pour le dépôt de plainte, l'examen médico-légal, la protection immédiate, la mise en sûreté et cetera. Donc une, une unité de police spécialisée comme elle peut exister pour les mineurs. Est-ce que ça vaudrait pas le coup dans les grands centres urbains d'avoir ça? Alors, en sachant qu'un des problèmes qu'il y a eu, depuis, c'est que, heu, les commissariats généralistes se déchargeaient et disaient aux femmes: «Ah non, mais vous retournez, vous allez dans l'autre commissariat parce que c'est votre commissariat». Donc effectivement, transposer tel quel, c'est peut-être pas une bonne idée, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup au moins que dans les grands centres urbains, il y ait ces espèces de points d'accueil ou avec des gens formés? Ce qui permettrait, dans des cas un peu plus complexes, où le policier lambda aurait une difficulté à comprendre, en particulier, on peut comprendre qu'une femme qui arrive avec une grande détresse psychologique ne s'exprime pas clairement, ne soit pas capable de mettre des mots, soit pas capable entre 2 pleurs et attention, hein, je dis pas ça du tout pour, victimiser quoi que ce soit, mais quand on vit une situation traumatique, parfois on n'est pas capable d'expliquer, et Souvent, c'est on pleure valable pas, pour Pedro. Souvent, on est plus en état de choc et dans l'état de choc, on pleure pas, mais oui.
Oui, non, mais voilà, mais ce que je disais, c'est parfois on n'est pas capable d'exprimer et soit on pleure, soit on est prostré et cetera et qu'il faut savoir prendre en charge. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une piste justement, qui faciliterait la prise en charge, même si tu dis que c'est amélioré, mais par rapport à la spécialisation? Puisque on a bien une Mmh. brigade des mineurs, pourquoi on n'aurait pas une brigade spécialisée pour ces questions-là? Alors ça va tout à fait dans le sens de ce que je disais. Bon, à ce stade, si ça dépend, bon, de la temporalité. Dans l'urgence, il existe, des associations qui ont développé des réseaux d'abritantes, donc qui permettent justement d'avoir un sas entre le moment où on fuit, la violence, où on se met à l'abri et le moment où on va donner sa plainte et poser les choses. Donc ça déjà c'est, je veux dire même si on avait un système qui fonctionnait parfaitement, on pourrait avoir besoin d'un petit sas et c'est vrai que des associations comme ça ou des maisons, relais, bon on sait qu'il y a les centres d'accueil pour les femmes, mais c'est parfois un peu compliqué. Donc ce type d'association, moi je salue, leur existence. Je pense que c'est un sas nécessaire où entre femmes, on peut poser les choses, même si on parle pas bien la langue ou même si on est en état de choc, communiquer, souffler. Parfois, on a juste besoin en fait d'un lieu où juste se sentir en sécurité, pouvoir manger et se calmer avant d'aller au commissariat qui c'est un passage intimidant, fatigant, difficile, même quand on parle très bien le français et qu'on est plutôt à l'aise et pas stressé dans la vie. C'est pas un lieu où on est forcément, voilà, très à son aise. Donc pour une femme dans ces conditions, un temps de sas, c'est pas mal. Ensuite, ce que tu disais sur une brigade spécialisée, c'est ce que j'essayais d'exprimer juste avant, avec des formes de spécialisation pour que la formation soit faite correctement et que les personnes aient un parcours de formation, donc les agents, aient un parcours de formation continu sur ces sujets, ou en tout cas à minima à l'entrée et ensuite idéalement continu, et qu'il y ait une synergie, que ça développe une compétence sur ces sujets et qu'au fur et à mesure, les personnes qui prennent les dépôts de plainte soient de plus en plus attentives à remarquer des choses dans le visage, dans les mots, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas aussi. Bref, moi je pense que ce serait tout à fait utile. Mais comme le disait quelqu'un dans le chat, je tiens à aller dans ce sens et à saluer le message. En effet, la France, prise dans le carcan budgétaire de l'Union européenne telle qu'elle est actuellement, ne peut pas investir dans les services publics, voire même subit la destruction organisée de ces monopoles d'État et de ces grands services publics, hein. On le voit sur l'énergie, on le voit sur le rail, on le voit sur plein de sujets. Donc, naturellement, vous vous en doutez, je ne suis pas pour qu'on reste dans les cadres de cette Union européenne, ni budgétaire, ni politique et économique. Donc ça nécessite un petit peu d'action, un petit peu de changement, mais c'est peut-être un autre débat. C'est vrai que c'est difficile de justifier la capacité à résoudre des problèmes de criminalité en France, que ce soit le narcotrafic, les féminicides, les problèmes de pédocriminalité, pas être capable d'entretenir son industrie, ses services publics, et en même temps de vouloir menacer la Russie qui a 6000 têtes nucléaires. J'avoue que normalement, ça doit faire hurler de rire tout commentateur des propos publics. Mais c'est pas le cas. Visiblement, les deux sont possibles en même temps, comme dirait notre grand président Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'on peut conclure sur ces bonnes paroles. De toute façon, on te réinvitera, pour parler, de ces sujets-là. Effectivement, en particulier, sur, comment construire, une réponse, pénale adéquate parce que le problème et c'est tout l'enjeu du débat, c'est que la justice n'est pas est censée punir les individus, les mettre en dehors de la société, mais n'est pas censée être là pour venger les victimes. Donc il y a une espèce d'équilibre compliqué qui fait que souvent, aujourd'hui, les victimes ne se sentent incomprises parce qu'elles estiment que les peines sont pas assez importantes par rapport aux faits reprochés et la société, elle-même ne comprend pas qu'on relâche trop facilement des gens dont la justice aimerait bien ils se réinsèrent, mais dont on voit les cas, dans les pédophilies, les viols et cetera. Souvent, c'est pas possible. Donc il y a une réflexion de fond à je pense, à faire là-dessus, qui va prendre du temps parce qu'effectivement les gens doivent dépasser les dogmes et se fier à la réalité qu'il y a quasiment je ne crois qu'il y a pas, de pédophiles multicondamnés qui
ou sur lequel il y ait, une guérison. C'est un Non, peu non. comme le problème de l'illusion qu'on a cru pendant très longtemps qu'on allait déradicaliser les gens radicalisés en prison. Il y a certains qui ont cru, qui se sont dit: «On va envoyer des travailleurs associatifs, on va envoyer des gens et on va déradicaliser ces gens». On s'est rendu compte que c'était un échec total. On ne peut pas déradicaliser des gens qu'on a mis en prison. Ça marche Alors pas. sur ça, on pourra en reparler Pedro. Moi j'aimerais, si tu le souhaites, on pourra si vous le souhaitez, on pourra se revoir dans ce cadre. Déjà pour discuter des réponses pénales, mais aussi, de la question de l'après, hein, la gestion des enfants. Là, je l'ai évoqué brièvement, mais il y aurait quand même beaucoup de choses à dire et des pistes d'amélioration très concrètes pour éviter des cas de suicide, des cas de personnes qui elles-mêmes, qui se mettent dans des situations d'illégalité ou bref. Les enfants survivants de féminicide, pour beaucoup, vont à l'ASE et vous le savez, peu s'en sortent. Voilà, je fais partie des rescapés, j'ai eu de la chance, notamment la chance d'aimer l'école et d'avoir des professeurs qui m'ont sauvée et voilà et certaines personnes importantes dans ma vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça pourrait être bien aussi qu'on en discute. Après, je pense qu'il faut pas non plus, par rapport à ce que tu disais, abandonner le travail qui peut être fait en prison auprès de certains, mais en fait, on ne parle pas toujours faut pas généraliser. Moi, j'ai fréquenté à la fois les maisons d'arrêt et les prisons haute sécurité, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes détenus en maison centrale, où on a souvent soit du grand banditisme, du grand terrorisme, des grands criminels ou les cas psychiatriques comme mon géniteur et d'autres. On fera pas le même travail avec eux qu'avec des personnes qui ont volé, dealé, etc., qui pourraient se radicaliser, mais néanmoins, si on leur met tel livre dans les mains, s'ils rencontrent telle personne d'une asso qui est venue leur donner un cours de philo ou je sais pas quoi, ça peut changer des vies. Donc je pense qu'il faut pas renoncer à ça, il faut y réfléchir. Et par ailleurs, moi, je constate que les prisonniers, les détenus, c'était le cas de mon géniteur, peuvent faire des choses utiles. Par exemple, l'INA, donc vous connaissez, l'Institut national de l'audiovisuel travaille avec les prisons, le système carcéral français. Et mon géniteur faisait de la transposition, de l'enregistrement de vieilles cassettes à numériser. Et il a travaillé en prison comme ça pendant des années et c'était œuvre utile pour la société. On est bien content d'avoir les vidéos de l'INA sur YouTube de temps en temps pour aller écouter l'accent de l'époque et revoir voilà, des souvenirs d'il y a plusieurs décennies. Donc, bon, on pourra avoir ce débat. Ce sera avec plaisir voilà, que je continuerai à en parler, mais j'espère avoir été claire et puis avoir pu vous apporter des éléments sur le sujet. Bah, Merci merci. Mathilde, ça a été, apprécié malgré un cadre Malgré la technique. bêtise de certains. Voilà, on va dire ça. Merci pour ton témoignage, et pour, la réflexion que ça entraîne. D'autant plus que tu le fais avec beaucoup de non seulement de courage, mais de calme et de réflexion, alors que tu es quand même touché très, très directement. Donc merci Oui, pour ça, merci à vous. c'est, je crois, très largement apprécié. À très bientôt les Bonne journée à camarades tous et et au revoir à puis voilà, et n'oubliez pas de partager, de continuer à commenter, parce que là, cette vidéo va être découpée, pour en faire un sujet spécifique. De liker et également de vous abonner sur les autres réseaux, nos autres réseaux sociaux. Parce que sur YouTube, comme vous le savez, nous progressons très très bien, mais c'est encore un peu faible sur TikTok et très faible sur Telegram. Or, ça nous permet d'être indépendants que d'avoir plusieurs sources sur lesquelles on diffuse nos vidéos, nos reportages et nos analyses. Merci à tous. Il faut m'inviter plus souvent, Georges, si tu veux gagner des abonnés. Inviter des C'était femmes. On invite beaucoup de femmes, il faut regarder nos matinales, hein. Non, mais je sais, en plus, la semaine dernière, j'ai regardé, j'ai trouvé ça très intéressant. Avec Camille, je crois. Tout à fait, on n'est pas contre inviter des femmes du tout. Je vous taquine. Bon, au revoir tout le monde. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée.